Salut à tous, c'est Alix Noblat et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 107 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une fille que j'ai reçue une première fois à l'épisode 85 il y a quelques semaines, même quelques mois rendu là. On devait parler de sa préparation pour son marathon des sables qui était imminent. Là, le marathon des sables est fait. J'ai très hâte de savoir comment ça s'est passé. Il y a d'autres gros projets qui s'en viennent, d'autres gros défis. Alix Noblat, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce deuxième épisode. Ça me fait juste hyper plaisir de faire ça avec toi pour une seconde fois. Écoute, on s'était promis de se reparler parce que la dernière fois, ça avait été un épisode qui avait été de un hyper populaire chez les gens puis de deux hyper intéressant pour moi parce que on avait jasé ensemble, on avait jasé de préparation pour ce MDS, ce marathon des sables-là qui était une deuxième tentative après un DNF en 2021. Puis t'avais changé complètement ton mindset, t'avais changé ta préparation puis on sentait que t'étais dans un mood, t'avais extrêmement hâte, mais que t'étais dans un mood différent peut-être de la première fois que tu y avais été. Puis là, on en a pas reparlé, on s'est pas reparlé depuis, et là, on va pouvoir revenir sur ce marathon des sables-là. Donc, j'ai très hâte d'explorer. Est-ce que ça a été aussi bien que ça a eu l'air d'aller? Parce que t'as terminé, premièrement. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai l'habitude d'accompagner mes entrevues avec une bière de mon côté. Il est 6 heures le matin à Québec, je te confirme que je n'ai pas de bière. Par contre, j'ai un partenaire caféiné pour le café qui est Capic 1. Donc, j'ai un petit café ici. Donc, je sais pas si toi de ton côté tu as quelque chose. Il est midi à Chamonix, c'est ça? Et écoute, non, moi c'est un petit cocktail vitaminé. Bon, c'est parfait pour les gros entraînements du matin, c'est ça? Exactement, parce que je reviens d'un gros entraînement de fractionné. Donc là... à part ça, je peux rien avaler. Bon, c'est parfait. Cheers à toi. Santé. C'est ça, les gros entraînements de fractionné dans les derniers gros blocs avant l'UTMB, parce que tu vas participer à l'OCC, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Ma première OCC. Bon, avant de parler de l'OCC, revenons, ce MDF, comme je le disais, ça avait été une expérience, je pense, assez difficile et quand même tout de même positive, cette première tentative-là en 2021. 2022 arrive, tu te représentes dans le désert du Sahara. Comment était ton mood à ce moment-là? Comment était ta tête avant de te lancer dans cette deuxième tentative-là? J'étais hyper conquérante, je pense, et puis j'avais fait le point avec moi-même en me disant qu'il fallait vraiment que je mette mon ego de côté. J'y allais pas entourée de très gros athlètes comme j'avais eu la pression la première fois. Et j'avais hâte de découvrir les personnalités avec qui j'étais dans dans cette nouvelle tente. Et puis écoute, ça a été de surprise en surprise et que d'éléments positifs. C'est le fun. Avec qui tu étais dans la tente pour cette MDS là? J'étais avec de très fortes personnalités. J'étais déjà accompagnée de deux aventuriers de l'émission Koh-Lanta, Claude et Sam, avec qui j'avais fait ma seconde aventure. Et puis j'ai fait la grande connaissance de Steven Le Yarrick, qui est que tu connais sûrement. C'est un garçon qui fait des aventures d'ultra-endurance en vélo. Ouais. De sa compagne Perrine Fage, et puis d'une autre créatrice de contenu qui s'appelle Food Track sur les réseaux.
Et après, j'étais aussi, accompagnée de la grande Laurence Klein. Donc j'avais un peu la pression, mais je la vois plus comme une maman. Donc je me sentais, il y avait pas de pression à avoir vis-à-vis d'elle. Et puis d'une amie à moi qui s'appelle Sandrine, qui revenait elle aussi faire le marathon des sables, qui avait fait un DNF sur la même édition que moi. Okay. Donc c'était assez... il y avait des niveaux différents et des mentalités totalement différentes, mais toujours cette même passion, ce même engouement pour le marathon des sables, pour cette nouvelle aventure, et puis surtout d'être tous finishers, quoi. C'était notre objectif commun. Puis est-ce que c'était le cas pour tout le monde dans l'attente? Le premier, tu veux dire d'être finisher? Ouais, d'être finisher. Ah oui, bien évidemment. Ah, bien évidemment. Wow. On a dit on commence tous ensemble, on finit tous ensemble. Il n'y en a pas un qui part, il n'y en a pas un qui cède. Et non, en fait, dès lors, on s'est tous rencontrés. Les personnalités se sont connectées, puis il y a eu... ça a été la fête. J'avais ramené une petite bouteille de champagne pour le premier soir. On a tous partagé un petit fond de champagne dans dans nos petits verres en plastique, et puis c'était parti, quoi. Les liens étaient créés, puis on a vécu une aventure formidable. Ben, c'est le fun. J'avais reçu aussi, juste après le MDS, un groupe de Québécois qui avait participé à la course. Puis c'est ça, tu sais, on parle de course, je leur demandais comment ça avait été, puis on ne me parlait que d'aventure humaine, de connexion humaine, du mood qu'il y avait dans la tente, puis de comment ces gens-là, tu sais, moi j'étais assis chez moi devant 4 personnes qui étaient, j'avais l'impression des amis depuis des décennies, puis pourtant la plupart s'étaient connus lors du Marathon des Sables, mais je pense qu'il y a quelque chose de fort dans le fait de participer à une épreuve d'ultra-endurance, de se pousser à ses limites. Là, en plus, c'est multi-jours, fait que ceux qui écoutent puis qui ont vécu une première course de trail, puis on sait comment on file avec la communauté. Tu sais, tu termines ta première course, puis il y a cette communauté englobante-là, il y a ces connexions-là qui se créent. Tu parles 20 minutes dans le sentier avec quelqu'un, puis t'es rendu que tu te fais des confidences. Imaginez exposant 7, parce que c'est plusieurs jours consécutifs dans une même tente à vivre collé. Je pense que ça peut être explosif dans le mauvais sens, mais dans la plupart des cas, des histoires que j'entends, au contraire, c'est hyper positif ce qui se crée comme expérience humaine au MDS, là. Exact. Je relève ce que tu as dit sur l'ambiance du trail. Il y a ça que j'aime beaucoup dans la pratique de mon sport, c'est que il y a pas de filtre. Tu peux partir sur un run, ne pas connaître la personne, et puis au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures de sortie, tu connais le nom de ses enfants, l'anniversaire de sa femme. Il y a plein de choses comme ça qui se fait. Et puis là, au Marathon des Sables, on est un petit peu coupé du monde. Donc en fait, on sent vraiment ce feeling, et puis ce besoin aussi de se concentrer sur les uns et sur les autres. Et puis, je pense vraiment que la composition aussi de la tente, ça fait bien un bon 50 voire 60% de cette course. S'il y a une bonne entente, s'il y a un bon mood entre chacun, que les uns, voilà, chacun avec sa personnalité, on n'est pas obligé de tous s'entendre, tu vois, mais s'il y a une bonne énergie, tu peux aller largement être finisher. Ben oui, exact. Tu le disais, la première fois qu'on s'était parlé, tu t'étais mis un peu de pression avant cette première tentative-là de terminer. Tu parlais d'un top 10, puis tu t'étais mis beaucoup de pression. Tu étais avec d'autres athlètes dont Mathieu, ton conjoint, qui avait très bien performé aussi, mais d'autres athlètes autour aussi, puis l'objectif était très performance, puis quand on s'était parlé, tu étais plus dans une autre optique complètement d'aller chercher cette médaille de finisher-là, mais surtout de le compléter avec le sourire. Par contre, tantôt, tu nommais qui était dans ta tente, puis on a aussi des gens très compétitifs là-dedans. On parle de Laurence Klein qui a gagné le Marathon des Sables 3 fois, Perrine Fage qui est une des grandes de l'ultra-trail ou des ultra-distances. Est-ce que tu as réussi quand même à garder cet état d'esprit-là qui était complètement différent de la première fois? Effectivement, en fait, je me suis pas mis du tout de pression. J'ai totalement fait le deuil de mon DNF de la première fois. Et puis, en fait, c'est des gens qui eux-mêmes ne se mettent pas de pression, en fait. Alors que Laurence, elle en avait énormément. Moi, à sa place, j'aurais eu les chocottes, hein. Elle revient après tant d'années, mais non, en fait, elle avait, c'est des gens hyper zen, et puis avec qui vraiment j'ai pu échanger. Donc il y avait vraiment, en fait, ils voient ça non pas comme un challenge, mais plutôt comme une aventure. Et dans ma tête, tout comme moi, bah voilà, moi j'étais aussi en mode,
c'est une aventure. On y va et on prend du plaisir. Et eux sont, enfin, en tout cas, ceux qui étaient dans ma tente étaient comme ça. Steven, Perrine, Foutraque et puis Laurence. Donc, pour moi, aucune pression n'a été ressentie, que ce soit au départ ou, enfin, tout au long de mon marathon, ça a été vraiment full confiance, quoi. Mais je pense que dans ce sport-là, puis dans n'importe quel sport, on est bon, l'être humain, pour se mettre de la pression. Parfois ou souvent à des endroits où c'est pas nécessaire ou à un niveau où c'est pas nécessaire. Puis c'est drôle, un des derniers épisodes que j'ai enregistré avant mon début de ma pause, c'était mon retour sur mon Québec Méga Trail où en 2021 j'avais abandonné pour des raisons physiques. Tu sais, je le regrettais pas du tout, mais ça reste que ça fait mal un premier abandon parce que tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et tout ça. Puis avec le temps, ben t'analyses, tu sais, puis tu y repenses. Puis souvent on repense plus à nos fois où ça a été plus difficile que nos fois où ça a bien été. Hein, tu sais, nos courses qui vont parfaitement bien, c'est rare qu'on se lance dans une grande analyse pourquoi ça a bien été. Mais par contre, quand ça va moins bien, là on analyse. Puis je m'étais rendu compte qu'au-delà du coup de chaleur, au-delà de ce que j'avais pu vivre, je m'étais mis une pression avec des temps de passage, puis je suis pas du tout élite, j'étais pas là pour un podium, mais j'avais en tête un chiffre de dire je vais être sous cette barre-là pour me repousser. Mais c'est bien d'avoir des objectifs, puis c'est important de se pousser comme ça, mais des fois, il faut s'enlever une petite coche de pression, tu sais, il faut enlever un sucre dans le café, là. Calme-toi, c'est juste une aventure, puis mon QMT, ma revanche, ça a été la même chose. J'étais arrivé, comme tu disais tantôt, avec un mot d'un peu plus aventure, je me rappelle être à la ligne de départ, puis pas avoir la nervosité, parce que je m'en vais juste jouer dans le bois pendant une vingtaine d'heures avec des amis, c'est tout. Puis, tu sais, ça s'est pas passé parfaitement bien non plus, mais cet état d'esprit-là a peut-être contribué à ce que j'aie du plaisir dans le sentier puis qu'on enlève une coche de pression. Mais on est bon pour se mettre de la pression, puis j'en parle avec d'autres coureurs de tous les niveaux, en avant du pack comme en arrière du pack. On se met toutes des pressions avec des choses qui, des fois, en valent pas la peine, mais on est bon pour le faire. Exactement, c'est important de le souligner, c'est que tu vois par exemple là je suis allée faire mon fractionné en côte et c'est Steven justement qui me poussait et puis genre deuxième fractionné, j'ai dit oh là là, je me sens énorme, je suis une grosse merde, ça va pas du tout et puis en fait et moi déjà je me suis fait crier dessus par Steven qui m'a dit qu'il allait me balancer la flasque dans la face si jamais je répétais ça mais il me dit non mais et puis à la fin de la séance il me dit qu'est-ce que t'as en tiré et le premier truc que j'ai dit en fait en étant posé c'est que ok en fait j'ai couru en côte sur toutes mes minutes et là je m'inspire du positif mais c'est vrai que c'est dans l'humain de se dire dès qu'il y a un pépin de soulever le pépin au lieu de faire l'analyse posée en se disant ok qu'est-ce qui a été aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Non, de suite on met le doigt sur les choses qui vont pas et c'est pas très très bon pour la tête. Mais avec, je pense qu'avec l'expérience, on arrive plus ou moins à avoir ce recul pour analyser nos efforts et nos perfs quoi. Exact. C'est une question de... C'est ça, c'est mental encore là, ça revient toujours à le sport, tu sais, le sport et le sport d'endurance, ça joue beaucoup entre les deux oreilles, puis le rendu au jour J de la course, l'entraînement est fait, l'entraînement physique est fait, c'est souvent dans la tête que on va voir la différence entre une belle performance et une moins bonne performance, puis ça n'en revient qu'à l'athlète, puis ça revient à la pression qu'on se met, mais à tout ce qu'on peut se donner, la comparaison et tout ça. On est bon, l'être humain, je pense, pour se comparer. Puis c'est drôle, le week-end dernier, j'étais avec une douzaine de coureurs dans les Chic Chocs pour faire un week-end choc puis s'entraîner. Puis c'est une discussion qu'on a eue autour du feu. Autour du feu, il y avait des gens comme moi qui sont des coureurs pour le plaisir, puis avec des objectifs de finish. Il y avait un certain Jean-François Cochon qui est un de nos meilleurs au Canada. Il y avait des très bons coureurs, des Emmanuel Jonca, Yannick Bernard qui sont des coureurs qui font des podiums. Puis on est comme venu à la discussion, on est toujours en train de regarder en avant c'est qui est meilleur que nous puis pousser pour essayer d'atteindre ça. Mais il y aura toujours quelqu'un. Il y a peut-être juste l'ami Kylian qui lui... puis je suis certain que ce gars-là se met une pression énorme puis qu'il regarde d'autres athlètes puis d'autres personnes, mais on blaguait là-dessus, mais il y a toujours quelque chose quelque part si on essaie de se comparer, puis ça sert à rien de le faire, puis bref, je trouvais ça intéressant à t'écouter. Tu me parlais la dernière fois, au dernier épisode, que t'avais un why de plus, t'avais une raison de plus avec ce deuxième marathon des sables-là, parce que tu le faisais avec l'association Keep Abreast, puis j'ai ressorti une citation que t'avais dite dans cet épisode-là où tu disais « J'ai l'impression de courir pour celles qui sont parties, celles qui se battent ». Est-ce que tu l'as senti dans ta course ce why-là, cette raison supplémentaire-là, vu que tu avais ta performance qui était associée à une cause?
Exactement. Je l'ai senti déjà sur la ligne de départ. Quand j'ai pris le départ le premier jour, je dis voilà, va falloir que tu t'accroches, ça va être long. Et le moment où je l'ai vraiment le plus senti, où vraiment il fallait que je pose la tête, c'est sur l'étape longue. Et au final, c'est celle que j'ai préférée d'ailleurs. Ah oui? Celle de un peu moins de 90 kilomètres, il y avait. Et c'était... je me sentais portée en fait, je me sentais portée par tout ça et puis j'avais pas envie de les décevoir, j'avais pas envie de baisser les bras parce que ce sont des femmes qui se battent ou qui se sont battues, donc je pouvais pas me permettre. Je suis en pleine santé, je peux mettre un pied devant l'autre, j'ai plus qu'à foncer. Je peux pas me permettre de me plaindre. Donc non, c'est vrai que j'ai eu une vision totalement, en toute honnêteté pendant ce marathon des sables, on s'est pris des tempêtes. On a pris la pluie. J'ai un peu manqué de nourriture parce que j'ai voulu absolument avoir un sac hyper léger, mais à aucun moment en fait et puis on se réveillait, on était hyper fatigués, tout ça, à aucun moment en fait j'ai eu du négatif dans cette aventure. Je pourrais pas te soulever un truc il y a pas de choses qui ont été moins bien ou pas. J'avais l'impression d'être toujours full power et full bonne humeur. Ben, c'est le fun. C'est le fun quand on a des journées comme ça dans le bois parce que j'en reviens encore à l'être humain qui est bon pour se mettre de la pression et tout, mais des fois, des pensées négatives, c'est une spirale, hein, puis tu te mets le bras dans le tordeur, puis si tu pars, puis pour X raison, tu te convaincs que ça va pas aussi bien que je pensais, puis c'est difficile et tout, mais c'est une spirale, puis on dirait que l'être humain est bon pour se creuser son propre trou, puis t'es seul dans le bois ou dans le désert dans le cas du marathon des sables, puis je pense que ça peut être facile de tomber dans ces spirales-là, mais quand il y a une raison derrière, quand on se rappelle pourquoi on est là, quand on a plusieurs raisons dans notre liste de choses, pourquoi on fait ce truc-là, puis ça revient à ce que Rémi Poitras disait à notre dernier épisode de Pas sorti du bois, faut le faire pour quelque chose, puis faut chercher un défi qui vient nous challenger, puis pas juste pour je vais aller courir, je vais aller chercher une médaille. Faut qu'on ait une raison profonde qui permet de le faire. Toi, t'avais cette revanche-là, Alix, la conquérante qui allait revenir au MDF, mais t'avais cette association-là avec Keep Breast. Je suppose que tout ça a contribué à... Mais c'est le fun de l'entendre, savoir qu'une épreuve multijour comme ça a été positive du début à la fin. Ça doit être le fun, ça doit être comme... Toi, quand t'as terminé cet événement-là, cette course-là, tu devais être plus prête, plus que jamais, pour peu importe ce qui allait se présenter sur la suite de ton parcours, hein? Bah, exactement. Et je t'avoue qu'en fait, je suis tellement partie sur la retenue que je me suis dit, ok, en fait, c'est déjà fini. Quand j'ai eu ma médaille de finisher, j'ai dit, ok, mais en fait, je reviens. C'est sûr, je reviens, puis je reviendrai. Ouais, oui. Je l'ai dit directement à Patrick, c'est que je suis allée le voir et je lui ai dit, ok, maintenant que je suis finisher et je sais comment faut faire et je reviendrai, mais là dans un mood totalement différent. Oh, ok. Fait qu'est-ce qu'on est en train de se prévoir un chapitre 3 déjà à cet épisode-là? C'est un peu ça, c'est dans un mood totalement différent. Je sais ce qu'il me faut dans le sac, je sais ce qu'il me faut dans les jambes, donc je sais comment se gère un marathon des sables. Donc voilà, là c'est sûr que toutes les prochaines éditions que je ferai, je serai finisher, mais j'ai envie de me pousser un petit peu plus pour là, cette fois-ci, atteindre mes limites, mais avec un entraînement beaucoup plus posé autour de cet objectif, tout à fait. Ok, voilà. Ben c'est intéressant. Fait que la première fois, ça a été pression, performance, contre-performance, DNF. Deuxième fois, c'est on trouve d'autres raisons d'y aller, la revanche, finish. Là, maintenant que t'as le finish, maintenant que t'as trouvé peut-être les ingrédients qui manquaient la première fois, là, t'es prête pour un round 3, puis là, on y va à fond la caisse. Pour un gros challenge, effectivement. Pas à fond la caisse au point d'exploser comme du popcorn, bien évidemment, hein, parce que le marathon des sables, c'est plusieurs étapes. Ça, faut vraiment pas l'oublier, hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens, j'ai encore revu cette année, et je pense qu'on reverra sur toutes les éditions des gens, et puis aussi avec des gens qui avaient dans ma tente, hein. C'est que moi, je me suis économisé les premiers jours, mais sur l'étape longue, j'ai couru, et je suis arrivée, même moi, j'étais étonnée d'arriver à peine en début de nuit. Je me dis, waouh, au fait, comment j'ai fait? C'est juste parce qu'en fait, sur les premiers jours, je suis pas partie à fond. Exact. Je suis pas partie à fond et il faut vraiment mettre j'insiste vraiment, le premier conseil, parce que j'ai reçu énormément de messages. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Qu'est-ce qu'il me faut comme chaussures? Tout ça. Déjà, le premier conseil, c'est mets ton ego de côté, pars doucement. Ouais. C'est pas parce que c'est plat et que tu vas pouvoir aller bombarder, quoi, parce que déjà, à la fin, même s'il y a des gens qui poussent, il y a des gens qui se sont blessés
suite au marathon des sables aussi, qui ont vu des pathologies sortir. Et puis surtout, voilà, tu risques aussi de passer, quand tu pousses sur les 3 premiers jours, il en reste 3 derrière, c'est pour passer 3 jours bien et 3 jours cata et puis rester sur une mauvaise note. Non, c'est pas forcément ce qui est bon à retenir. C'est dur le marathon des sables, mais je pense que, comme tu l'as dit, ça se passe entre les 2 oreilles. Ouais, puis je pense que c'est une stratégie qui peut s'appliquer à du multijour, mais aussi à une longue distance. Puis peu importe c'est quoi la longue distance, hein, c'est pour vous qui écoutez la longue distance, c'est le demi-marathon, ben partez pas à fond la caisse le premier 10 km. Tu sais, la stratégie du split négatif, bon, c'est une stratégie, je pense, de performance aussi, mais ça reste que moi, j'essaie d'avoir des splits négatifs mentaux que j'appelle dans mes courses, de dire que la deuxième moitié paraît mieux que la première. Après ça, c'est sûr que dans un ultra, moi je fais du long, du 100 km, du 100 000, ben c'est sûr que la deuxième moitié va être un peu plus longue que la première. Si tu réussis à faire un vrai split négatif sur un ultra, je te lève mon chapeau. Par contre, le split négatif mental de se dire on se garde des cartouches, la première moitié on prend ça cool pour que la deuxième on ait des bonnes sensations encore, même si les jambes sont lourdes, même si c'est plus difficile, faut réussir à se garder des cartouches pour la deuxième partie. Puis comme tu le dis, le marathon des sables, c'est d'autant plus vrai parce que tu as des épreuves qui tournent autour de la distance marathon les premiers jours, puis après ça, tu doubles d'une traite la longue journée. C'est comme tu le disais, quasiment 90 km. Fait qu'il faut que tu aies encore des jambes rendues là. Puis on l'a entendu plusieurs fois, des gens qui ça allait bien, mais qui s'étaient poussés dans les premières épreuves, puis qui ont complètement éclaté à l'épreuve de 80 et quelques kilomètres, là. Exact. Et puis moi, tu sais, à ma communauté, j'ai pas envie de... Je suis pas une athlète, je commence à peine à courir là depuis 1 an, et j'ai pas envie de montrer un côté de la course à pied hyper dark, arriver finisher tout donné, arriver en train de pleurer, à moitié malade, complètement magané. Non, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de... Ah, bien évidemment que ça m'est arrivé, hein, et puis ça m'a appris de nombreuses leçons, mais j'essaye toujours de tirer des choses positives. Et puis voilà, moi mon objectif c'est franchir la ligne d'arrivée avec le big smile. Si j'ai pas le big smile, c'est qu'il y a des choses qui sont mal passées et que bah voilà, j'ai mal géré ma course. Donc c'est vrai que le plan à respecter qui est de voilà, deuxième moitié, je dois être full good vibes, et bah c'est que pour moi ma course elle est réussie. Si à mi-parcours comme tu dis, je me sens bien, ma course est réussie. Et puis je suis dans l'acceptation aussi que au début, bah oui, au début c'est là, moi je suis un diesel, j'ai du mal à démarrer. Ça va être dur, je vais faire des grosses suées, et puis je sais qu'à partir de 45 minutes, 1 heure, je vais commencer à me sentir bien. Et puis voilà, il faut que je reste dans ce mood, et puis après à la fin, si je suis capable de mettre full gaz et de prendre du plaisir jusqu'à la fin, feu. Mais par contre, c'est pour être finisher, être au bout de ma vie et pas partager de bonnes good vibes. Enfin, pour moi, il y a pas d'intérêt à partager ça. Ben, je suis tout à fait d'accord. Je peux pas être plus d'accord que ça. Je suis pareil comme toi. Moi, le diesel, la première heure d'une course, la première heure d'une sortie longue, c'est souvent la moins le fun de la gang. Puis je sais pas, à un moment donné, le corps, après 8-10 km, il s'active, puis il y a quelque chose de différent qui se passe, puis on tombe dans une zone qui se met le fun, mais il faut l'accepter. Puis ça, on en parle peut-être pas assez souvent, mais je l'entends beaucoup des fois quand tu cours avec des gens, peu importe des amis, des connaissances, puis tu parles de ça, puis il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mode-là d'être des diesels, puis hey, la première heure c'est tough, à un moment donné, les choses se placent, puis naturellement ça va toujours bien, puis une fois que tu le sais, ben t'es dans l'acceptabilité que c'est ça, la première heure c'est moins le fun, puis ça va aller mieux après. Exactement, et puis c'est comme ces gens qui veulent se mettre à la course à pied, ils pensent qu'il faut courir vite, mais en fait la base d'une bonne préparation, et ça j'échange beaucoup avec Mathieu là-dessus, c'est de faire des sorties longues, genre en zone 1, et zone 1 en fait c'est tout petit, ton cœur il s'emballe pas, tu es capable de parler, et puis là tu peux partir pendant en fait des heures. Tu peux partir des heures courir, tu peux admirer le paysage, tout ça. C'est pour se mettre une cartouche sur 1 heure. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas respecter une courbe de progression. Et voilà, la base, je pense, dans l'ultra-endurance, il y en a beaucoup qui devraient un peu retourner aux bases, c'est de faire des petites, des footings, quoi. Une allure footing longtemps. En étant bien avec soi, en étant bien dans ses sensations, et ne pas passer 20 minutes à courir à fond et se dire ok, c'était horrible la course à pied. Non, pour moi c'est pas bon. Donc des fois un petit retour aux bases aussi, ça fait pas de mal.
Non, puis comme tu le dis, des séances en zone 1 puis de la vraie zone 1, puis il y a moyen de prendre énormément de plaisir là-dedans. Moi, je me rappelle, dans la même semaine, j'avais écouté Mathieu dans son podcast, je pense qu'il parlait de la zone 1, puis d'essayer de trouver sa vitesse qui est, en essayant de respirer que par le nez, tu trouves ta vitesse qui est ta vraie zone 1 et non la zone 1 que tu as l'impression, mais que dans le fond, tu es un peu trop vite encore. Puis, en parallèle, j'avais Marianne Hogan qui venait me parler de vagabonder puis de courir juste pour le plaisir de regarder autour puis d'être vraiment dans ce mode-là un peu plus exploratoire. Puis c'est ça aussi le trail. On fait du gros volume pour se préparer aux gros événements qu'on fait. Puis c'est le même pour n'importe qui, peu importe si ton volume par semaine c'est 50 kilos ou 150 kilos ou 20 kilos, mais ça reste qu'il faut qu'il y ait une majorité de séances à basse intensité pour pouvoir soutenir ces longs entraînements-là. Mais tant qu'à ça, tu pars dans la forêt puis t'es en zone 1, une vraie zone 1, t'es en mode touring, touriste, puis on regarde les oiseaux, puis ça passe comme ça, puis ça fait 2 heures que t'es dans le bois puis tu t'en rends pas compte parce que justement, c'est un état d'esprit, puis t'es pas en train de te mettre à bloc continuellement, puis je veux dire, se mettre à bloc continuellement, ça crée des dommages à plus long terme, puis le corps devient lourd, puis il faut être capable de faire des petites séances où le lendemain tu te lèves, puis tu te sens encore frais, tu sais. Exactement, exactement. Je pense que si une chose qui est un peu trop négligée, c'est les gens se fient à leurs sensations physique, dans le sens est-ce que je vais avoir mal aux jambes, est-ce que j'ai mal quelque part, j'ai peut-être pas assez travaillé, là pourtant hier j'ai fait une grosse séance de downhill, mais en fait derrière le système nerveux aussi a pris un coup, et ça je pense qu'on n'en prend pas assez conscience, parce qu'ils disent ok bah j'ai pas de courbature, je peux aller me renvoyer. Non, il y a un truc qui est simple, c'est de faire du jus comme on dit chez nous, c'est-à-dire que voilà, il faut que tu puisses aussi te reposer, reposer ta tête, ton système nerveux, même des fois de rester allongé, bien sûr quand tu peux le faire, hein, mais voilà, de te reposer en restant allongé, c'est peut-être pas parce que t'as pas le temps de dormir, etc., mais reposer le corps et le système nerveux, c'est hyper important. Non, c'est ça. Avant qu'on passe à l'après-marathon des sables, j'aimerais quand même revenir sur l'épreuve longue parce que, à moins que je me trompe, tu peux me corriger, c'était ta plus longue course officielle dans le sens où c'était une distance ultra, c'était un 80 et quelques kilomètres. Comment ça s'est passé pour toi qui est en progression vers l'OCC à l'UTMB, qui est je pense un premier ultra pour toi à proprement parler, là, la distance 42 km et plus d'une traite. Comment s'est passée cette longue épreuve-là, au-delà du fait que tu as terminé avec le sourire, comme tu le disais tantôt? J'avais un peu peur à la ligne de départ. Je me suis dit, ok, c'est la première fois que je vais faire. Alors, je me suis pas dit, je vais peut-être faire. Dans ma tête, c'est la première fois que je vais faire une aussi longue distance. Donc, je me suis mis d'accord avec moi-même. On partait tranquillement. Donc, je me sentais partir en trottinant. Donc, j'ai commencé à trottiner. J'ai croisé des amis. J'ai discuté. J'ai fait aussi je me suis mise aussi à marcher. Voilà, en fonction de mes sensations. J'ai évolué en fonction de mes sensations. Et puis, à 30... donc, ça s'est très bien passé tout au long de la journée. Je parlais beaucoup, je jaisais beaucoup avec les gens que je croisais. J'essayais de me scotcher à des groupes quand le groupe avec qui j'étais était un peu lent, bah j'avançais un petit peu puis je faisais la rencontre. Et ça c'est hyper aussi. Tu vois pas le temps passer, hein. Tu vois pas les plus de 13 heures passer quand tu fais une nouvelle rencontre. Donc je m'accrochais à ça. Et puis au final à midi, j'ai dû faire grand max 30 minutes de pause pour manger un petit peu. Je suis repartie, j'ai vraiment su bien me gérer. NAC avait été au début de leur développement de l'énergie, l'Ultra Energy Drink Mix, et en ça, je roulais qu'à ça. Mais je me suis quand même fait une petite pause pour manger un petit truc à mi-chemin. Ensuite, la tombée de la nuit, il y a eu la tombée de la nuit, et puis là en fait déjà derrière moi j'avais laissé Périnephage qui avait un petit peu qui avait craqué, et déjà ça m'avait mis un petit coup, et puis là en fait devant moi en pleine nuit je vois le dossard de Laurence Klein, et en fait cette nuit là pareil elle avait craqué, elle a fait une hypothermie. Donc on penserait pas à ça tout de suite quand on traverse le désert. Puis quand je l'ai vue, j'ai eu les larmes aux yeux, et elle m'a dit fonce ma petite Alix, fonce. Et il restait peut-être 35 ou 40 kilomètres à l'arrivée.
Et puis là, d'un coup, je m'étais gardé mes écouteurs, avec un peu de musique. Vraiment, si j'avais eu un gros coup de mou sur ce marathon des sables. Puis là, j'ai mis les écouteurs et puis j'ai couru, non-stop sur 40 bornes et je suis arrivée et je dis, waouh, tu l'as fait. Et en fait, j'avais une énergie et je me suis dit, en fait, je crois que je suis faite pour faire de longues aventures, de longues distances, à mon rythme, hein, bien sûr, hein. Je prétends toujours pas être une grande athlète. Non, c'est juste que je me dis, en fait, j'ai pris énormément de plaisir à passer, je sais plus, 13 heures à 13 ou 14 heures, je me souviens plus exactement, à passer dans ce désert, à marcher, à courir. Et ça a été vraiment une grosse révélation pour moi. De faire un effort aussi long, ça a été énormément révélateur sur ce que je pouvais faire, sur ma capacité à m'adapter, à rebondir. Et c'était... quand j'ai passé cette ligne d'arrivée, j'avais l'impression d'avoir gagné genre l'UTMB ou un truc comme ça. Il y a tout le monde qui me dit « Ah, Alix, t'es déjà là !» Et puis moi, j'étais là « Oh oui, je suis déjà là, je suis trop contente !» Et voilà, j'y croyais pas. Par contre, au moment où je me suis allongée, mon Dieu, c'est le pire moment. Je crois que c'est le pire moment, c'est de m'être allongée juste après cette étape. J'avais des douleurs dans mon corps. Mais je me disais, c'est pas grave, tu l'as fait. Maintenant, une fois que t'as passé l'étape longue au marathon des sables, le 42 km le lendemain, le dernier marathon qui te reste, c'est rien du tout. L'étape longue au marathon des sables, c'est vraiment une étape décisive. Et puis moi, je l'avais faite et pour moi, le contrat était rempli de mois à mois et que du bonheur, quoi, que du bonheur. Wow. Là, c'est le fun de découvrir aussi, d'en apprendre sur toi aussi, puis de voir que peut-être t'es plus faite ou peut-être que tu prends plus de plaisir dans ces longs efforts-là parce que, veux pas, peu importe à quelle vitesse on va, des distances un peu plus courte, puis je me demande gros guillemets parce qu'on parle quand même parfois des 30, des 40 kilos. Il y a une vitesse qui va avec ça parce que tu te dis tant qu'à être là pour quelques heures, je vais y aller à fond la caisse versus quand t'es sur du très long comme ça, ben tu pars, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt de vagabonder puis de la zone 1, ça demeure que même si on est en course, on peut pas être à bloc pendant 13 heures de temps, 20 heures de temps, peu importe c'est quoi les temps que vous faites. Ça change complètement le mood parce que t'es en compétition, tu t'en vas vers une finish line, mais t'es à un pace, t'es à une vitesse qui doit être relativement basse pour réussir à durer toute la durée, justement. Mais quand on découvre ça, il y a des gens qui sont faits pour la courte distance, pour la vitesse, pour se mettre à bloc. Moi, personnellement, j'ai pas nécessairement tant de plaisir que ça à ce que ça goûte le sang dans ma bouche pendant des heures. Tu sais, un intervalle court et fractionné, peu importe, j'adore ça, mais tu sais, de maintenir un pace élevé longtemps, il y en a qui trippent à le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont du plaisir à le faire, puis c'est parfait. Moi, j'aime plus peut-être partir avec mes petits trucs, mon petit sac à dos, mes petits bâtons, puis rouler longtemps, puis c'est là-dedans qu'on prend du plaisir. Puis j'aime t'entendre à ta première expérience de long ultra, une épreuve de 80 quelques kilomètres, d'avoir trouvé ce plaisir-là là-dedans. Puis bon, c'est sûr, quand on arrête après, les jambes nous rappellent que c'était quand même un effort soutenu, mais c'est le fun d'avoir ces sensations-là, puis de sentir que, hey, je suis faite pour ce type de distance-là ou ce type d'effort long-là. Exactement. Puis aujourd'hui, pour tout dire, c'est que je prends plus du tout de plaisir à prendre un dossard en dessous de 40 et quelques kilomètres. Ouais. En dessous d'un marathon, je prends mais aucun plaisir, quoi. Il faut que j'ai un minima de 6 heures d'effort pour me sentir bien. C'est comme ça. Donc là, bien évidemment, je respecte une courbe de progression, mais demain, tu me dis, il était question à l'UTHC d'ailleurs, auquel je serai présente, de soit faire le 65 ou le 80. J'ai quand même choisi la raison en faisant le 65 parce que c'est à une semaine de l'OCC. Oui, c'est ça. Mais si je m'écoute, je m'envoie sur le 80. Je suis sûre d'être finisher et de le finir avec le plaisir parce que je sais que mon corps est capable d'encaisser ça maintenant parce que j'ai le volume d'entraînement adapté. Alors oui, peut-être que j'irai pas très très vite, mais je suis sûre de prendre du plaisir au-delà de 40 km. En dessous, ça va beaucoup trop vite pour moi. Et puis effectivement, je n'aime pas ça. J'aime pas aller à fond, à part en downhill.
mais je n'aime pas ça, et puis j'ai aucun souci à le dire, quoi. Ouais, puis tu sais, la course en sentier, c'est un spectre extrêmement large. J'ai l'impression qu'il y a des sous-sports à l'intérieur de ce sport-là parce que il y a des kilomètres verticaux, puis il y a des épreuves de 200 000, puis de 888 kilomètres, puis ça finit pas. Puis c'est un spectre extrêmement large. Puis quand on se met à la course en sentier, puis qu'on a la piqûre, ben après ça, on découvre qu'est-ce qu'on aime là-dedans. Puis il y a des gens qui sont bons dans tout ça. Tu sais, je sais que il y a des athlètes, dont Mathieu, qui prennent plaisir à faire des distances courtes, extrêmement intenses, puis qui sont très bons dans le 100 000 aussi. Mais tu parles à des gens dans la course en sentier, puis tout le monde finit par trouver un peu son créneau. Il y en a qui aiment justement cet effort-là soutenu, des montées abruptes, à bloc, avec le goût du sang dans la bouche. Puis il y en a d'autres qui finissent leur premier 100 000, puis qui se disent « Hey, sais-tu, j'aimerais ça faire encore plus long, puis je vais aller faire du 200 000. » Puis c'est des sports, à mon sens à moi, tu regardes le type d'effort, tu regardes le type d'entraînement, c'est des trucs complètement différents qui sont toutes sous le parapluie de la course en sentier, mais quand on a la piqûre de courir dans le bois, courir dans les montagnes, ben on peut explorer différentes approches puis trouver ce qui nous plaît. Puis je trouve ça le fun qu'on parle beaucoup en course en sentier, qu'on parle de plus en plus de trouver son propre ultra à soi. Parce qu'il y a des gens qui... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une fascination pour les distances extrêmement longues. Puis encore là, on est là à parler, toi et moi, puis je sens que tu as ce goût-là de ces longues distances-là. Moi, je suis là-dedans aussi, mais c'est pas une fin en soi, puis ça se peut que c'est pas fait pour vous du tout. Puis c'est bien correct aussi, parce que c'est vrai que c'est le fun aussi quand tu pars pour un effort de quelques heures, puis que tu peux retourner dîner à la maison, versus des fois des ultras qui prennent plusieurs jours, puis tu te dis, c'est un impact énorme de faire des longs entraînements sur la vie. C'est un impact énorme de partir faire ta course puis que ça te prenne 20 heures, 30 heures, 40 heures. Mais chacun trouve son truc puis c'est correct. Puis la distance, puis l'ultra-distance, c'est pas une fin en soi. Puis ça devrait pas être l'objectif de tout le monde non plus, là. Non, je pense que, tu vois, on est tous différents. Les personnalités sont différentes. Les corps sont différents et puis je pense que si alors par contre je déconseille vraiment à ceux qui veulent se mettre à la course à pied de prendre vraiment un dossard pour faire un 100 000 du jour au lendemain. Non, il faut qu'il y ait quand même un volume d'entraînement pour éviter de se blesser, puis une courbe de progression qui soit correcte, quoi, et puis surtout respectée. Mais si demain vous avez envie de vous challenger et puis vous avez la préparation nécessaire, feu. Et puis si c'est pour arriver avec le smile en disant ok je l'ai fait, et puis ne pas être dégoûté de la course à pied, parce qu'il y a le problème, il y a ça aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent s'y mettre mais qui en font trop d'un coup, soit ils pètent, soit ils sont dégoûtés, et non, c'est pas ça. Non, il faut avoir le goût de l'aventure, trouver sa propre distance, et puis si j'arrive à inspirer des gens à se lancer et à se faire même des petites aventures. Ça peut être une petite aventure d'une journée. Je veux dire, la course en sentier, tu l'as dit, c'est que ça ouvre tellement de portes sur tellement de distances. Et puis, non, il y a énormément de choses à faire et à découvrir. Mais voilà, faut que faut être en osmose avec soi là-dessus, quoi, sans se comparer aux autres toujours. Exact. Puis là, on ne parle que de distance et de course organisée, mais de l'autre côté, il y a un autre spectre complet qui sont les aventures en solo, les entraînements. C'est correct aussi de le faire que pour s'entraîner aussi, puis il est pas obligé d'avoir un objectif de course au bout de la ligne, mais bref, un spectre très, très large. Ton après-MDS, comment ça s'est passé? Côté récup, côté entraînement pour ce qui s'en vient, est-ce que tu l'as ressenti longtemps, cet effort-là, sur ton corps, sur ta tête, dans tes entraînements qui ont suivi? Nerveusement, ouais, hormonalement, ça a été un petit peu compliqué. Mais déjà, j'ai des troubles hormonaux depuis ma seconde aventure à Koh Lanta. J'ai dû faire des examens de santé parce que je me suis dit, ok, est-ce que j'ai un problème au niveau de la thyroïde, quelque chose? Et puis, s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est, tu sais, ces gros troubles hormonaux, comment ça s'appelle? Le REDES. C'est vraiment des troubles qui sont assez, qui sont souvent, irrémédiable, quoi. Tu sais, quand tu chopes ça, enfin, quand tu pousses ton corps trop loin, que tu manges pas assez, que tu lui donnes pas assez, après t'as des problèmes, des troubles de la thyroïde qui peuvent être sans retour, quoi, et puis le porter toute ta vie, et c'est vraiment un truc qui me fait peur quand on parle de course à pied et de la femme en course à pied. Donc j'ai fait tous les examens, et puis au final, non, les fluctuations de poids que j'ai eues, les troubles hormonaux, en fait, c'était juste dû à mes 2 aventures de Koh Lanta en 2 ans, mes 2 pertes de poids. En fait, ouais, j'ai perdu 2 fois 13 kilos en même pas 30 jours, donc ça a été assez brutal.
Il y a eu une phase, ouais, c'est vraiment énorme ce qu'on fait à nos corps, ce que nos corps sont capables de faire aussi. Mais c'est quand même, c'est une très belle aventure, il y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, derrière, quand t'es sportif, bah, le retour à la stabilité, il est compliqué. Pour les femmes, il est très compliqué. Et puis, bah, après ce MDS, ouais, j'avais un petit coup quand même, derrière les étiquettes, comme on dit chez nous. C'est que, voilà, j'ai eu du mal à me remettre dans un mood avec beaucoup d'énergie. J'étais très fatiguée, je dormais énormément, j'ai eu des troubles du sommeil. Et puis, en fait, ça s'est stabilisé. Je me suis fait confiance. J'ai tout misé sur énormément de sommeil et puis une très bonne alimentation. Variée au possible, et puis en fait il y a eu un équilibre qui s'est fait, puis j'ai retrouvé un petit peu un mood à m'entraîner, mais je me suis pas réentraînée vraiment de suite hein. J'ai attendu un petit peu, et puis voilà, j'avais un coach qui m'a accompagné lors de mon retour au MDS pour me guider un petit peu en course à pied sur cet objectif de l'OCC 2022. Bon, c'est ça, souvent, c'est ce qui arrive, c'est que c'est nerveusement, c'est mentalement, c'est la fatigue qui prend plus de temps. Puis c'est le fun, moi, tu sais, avec le balado, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, puis tu sais, je réponds à des questions, puis des gens qui s'y mettent pour la première fois. Puis moi, ce que je répète toujours, c'est que, tu sais, 3-4 jours après une course, tu peux être revenu complètement, tu sais, ou d'un long effort, là, peu importe c'est quoi, mais 3-4 jours après, tu ressens plus tes quads qui brûlent, tu ressens plus les jambes qui sont fatiguées. Ça veut pas dire que t'es prêt à repartir à fond la caisse, puis ça, c'est quelque chose qui, des fois, les gens qui vont au feeling, moi, pendant 12 ans, je me suis entraîné sans aucun coach, puis j'étais du genre, à 3-4 jours après la course, m'y remettre à fond, puis cool, on reprend le volume, on reprend les entraînements, on reprend les fractionnés, puis c'est pas bien parce que, c'est pas parce que tu le sens plus physiquement que t'es prêt. Puis moi, je le sais, après les premières fois que j'ai fait des plus longues distances, je me rappelle mon 125 à Arikana en 2020, 3-4 jours après, plus aucune douleur, tu te remets à la course, tu repars, puis tu t'en vas faire un 10 kilos de route ben easy, puis après 5 kilos, tu te sens au kilomètre 40 de ta course, tu sais, la fatigue revient d'autant plus vite, puis c'est là qu'il y a aussi des risques de blessures qui peuvent arriver, des risques de marquage à long terme un peu plus qui va être difficile à récupérer. Donc, j'aime t'entendre là-dessus aussi de dire qu'il n'y a pas que la récupération physique de « Ah, j'ai plus mal au quad, parfait, je suis prêt à repartir. » Non, ton système nerveux, la fatigue va revenir plus vite. Il y a plein d'autres choses qui prennent beaucoup plus de temps puis sont souvent moins évidentes à remarquer. Parce que dès que les quads, tu sais, le lendemain de course, un surlendemain de course, quand tu descends les marches, tu as l'impression d'avoir 150 ans, c'est sûr que physiquement, tu le remarques, tu le sens quand tu te lèves de ton lit puis que tu as les jambes qui veulent mourir. Par contre, quand cette première couche de douleur-là est passée, soudainement, je suis correct, je peux repartir, mais non. Reprenons progressivement. Puis j'aime comment tu l'as amené, tu sais, que ça peut prendre plusieurs semaines, puis c'est correct. Oui, tout à fait. Et puis, il faut être assez réceptif à ses humeurs, à des choses qui, par exemple, j'avais énormément de fringales. Énormément de fringales, j'avais envie de manger tout le temps, etc. J'étais assez irritable. Mais en fait, tout ça, il faut être déjà dans la communication avec ses proches. S'il y a quelqu'un qui te dit, OK, t'es de mauvaise humeur, OK, il faut pas de suite le prendre. Tu dis, OK, c'est peut-être parce que je suis un petit peu fatiguée et tout. Mais en fait, je manquais énormément de sommeil. Et quand j'ai commencé à mieux dormir, avec un sommeil de meilleure qualité, ça s'est stabilisé à ce niveau-là. Puis mon corps a pu vraiment se régénérer. Mais il faut être attentif vraiment à tout. Et puis revenir aux bases. Sommeil, alimentation, hydratation. Ouais. C'est un combat sans cesse. Encore aujourd'hui, là, tu vois, j'essaye d'en apprendre au maximum sur moi. Je sais que sur une session au minimum 1 heure, 1 à 2 heures de course à pied, je peux perdre jusqu'à 3 litres d'eau. Donc pour moi, c'est énorme. Je fais de la rétention d'eau et puis sur la première heure, je vais trop transpirer. Si derrière, je me remets pas la quantité d'eau, je vais être fatiguée, genre mal à la tête. Et au lieu d'aller prendre des pills, un cachet, paracétamol, etc., je vais me dire, OK, aujourd'hui j'ai fait ça, va peut-être falloir que je m'hydrate mieux. Il faut être vraiment réceptif aux signaux que nous envoie le corps, au niveau des fringales, au niveau de la fatigue, au niveau de l'humeur. C'est là-dessus, ça parle beaucoup, donc il faut être je mets vraiment l'accent là-dessus. Si les gens peuvent être un peu plus à l'écoute d'eux-mêmes, en dehors des douleurs physiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Non, t'as tout à fait raison. C'est autant
pendant l'effort qu'après l'effort, mais même surtout après l'effort. C'est peut-être là qu'on néglige un peu plus. Il y a des gens qui vont être extrêmement disciplinés sur leur hydratation puis leur consommation de glucides, de calories pendant l'effort, puis après ça, la course la course est finie, mais l'entraînement est fini, peu importe, puis ça se poursuit. C'est pas dans le premier 30 minutes seulement qu'il faut manger, c'est 2 heures après ta course, c'est une fringale. Mange tout de suite, c'est ton corps qui t'envoie un signal de là, on est en carence. Là. On a fait une longue sortie, un long entraînement, ça a été intense, on est en déficit calorique, let's go, mange quelque chose. Exact, on m'envoie beaucoup de messages pour me demander ce que je mange ou ce qu'il faut manger pendant la course, mais déjà quand je leur demande qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu manges bien au quotidien, combien de litres, combien d'eau, enfin déjà je dis pas combien parce que c'est différent pour chacun, mais est-ce que tu bois suffisamment d'eau, est-ce que tu surveilles un truc basique, est-ce que tu surveilles tes urines, et tout ça, et puis les gens disent ah bah non, pas du tout. Alors déjà, retourne à la base, travaille autour de ça, et puis après tu pourras te préoccuper de ce que tu manges pendant la course pour performer, et puis sinon faut le faire au feeling. Je pense que ça fonctionne bien. Puis après, quand tu es quelqu'un qui va un peu performer, et puis quand tu t'envoies sur la longue distance, là par contre faut plus surveiller sa montre en se disant ok, ça fait 1 heure que je cours, il faudrait peut-être que je mange un petit truc ou que je me force à manger quelque chose. Mais déjà la base sur bon sommeil et une bonne alimentation dans son quotidien, après sur les distances, ça le fera naturellement. Ouais, exact. Puis j'encourage les gens qui l'ont pas encore fait d'aller écouter les 2 épisodes que j'ai fait avec la nutritionniste Isabelle Morin, qui est affiliée à la Clinique du coureur, qui est à son compte, qui est connue dans le monde de la course d'endurance, dans les sports d'endurance, dans la course. On parlait de plein de choses, mais on a parlé beaucoup de l'après-course aussi, la fenêtre de 30 à 60 minutes après l'effort, où c'est là qu'il faut consommer quelque chose. Tu sais, finis pas ta course, puis va-t'en travailler, puis bois un espresso, tu sais. C'est le temps de manger quelque chose de solide, tu sais, de calorique avec des protéines et tout dans les premières minutes, les premiers 30 minutes après un effort, parce que c'est là que ça peut être déterminant pour la récupération. Puis c'est pas juste vrai quand t'es sur une étape multijour d'un événement de course, c'est vrai aussi au quotidien. Tu termines ta course, consomme quelque chose, que ce soit un shake de protéines, que ce soit ton lunch, peu importe, mais c'est là que ça se passe. Puis c'est ça, c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend avec le temps, mais si on peut vous faire sauver quelques étapes et quelques erreurs dans le merveilleux monde des essais-erreurs, puis écoutez ce qu'Alex dit, écoutez ce qu'Isabelle dit dans ces épisodes-là. Il y a plein de clés là-dedans pour les gens qui commencent, ou même ceux qui commencent pas, qui savent, qui ont peut-être des petits progrès à faire côté nutrition et tout ça. Exactement. Et puis aujourd'hui, bon, avec Internet, tout ça, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de alors si je cours à jeun, je vais me perdre du poids plus vite et c'est mieux pour moi. Oui, mais en fait ce que tu sais pas, c'est que si tu cours trop souvent à jeun, tu peux aussi faire démarrer des inflammations, tout ça. Enfin, moi je dis tout le temps, si vous cherchez des informations à ce niveau-là, vérifiez qu'il y a eu des études scientifiques qui l'ont prouvé et que voilà, ça sort pas de nulle part, parce qu'aujourd'hui, voilà, sur les réseaux sociaux, on voit des gens hyper fit vendre voilà des produits, vendre des méthodes, etc. Il y a rien d'autre que la science. Enfin pour moi, la science et puis la connaissance de soi. La connaissance de soi. Moi, il y a des choses qui sur moi, ça marche super bien. Sur les autres, ça va pas fonctionner. Puis il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, bah moi, je sais pas, j'adore un truc simple. Mais ouais, j'adore manger les haricots verts. J'adore ça, c'est super bon pour la diète et tout. Moi, tu me fais pas manger haricots verts, non pas parce que j'aime ça, mais parce que je ne digère pas ça. C'est hyper inflammatoire pour moi. Et j'ai appris parce que je mange hyper varié et que je sais ce qui va me donner mal au ventre ou pas. Certains produits laitiers ou pas. Je me connais de plus en plus parce que je me suis intéressée à ce que j'ai à l'intérieur, à ce qui fonctionne pour moi. Donc, connaissez-vous vous-même et puis référez-vous à la science sans faire trop confiance à tout ce qui se dit à droite, à gauche. Et c'est vrai que les entrevues que tu as eues avec Isabelle, j'ai vraiment adoré pour ma part, et puis j'aime beaucoup cette femme. Ouais, super intéressante, super bonne vulgarisatrice aussi. Mais comme tu le dis, c'est de se connaître, puis il n'y a pas de recette magique, puis il n'y a pas de recette unique aussi. Fait que c'est pas parce que ton athlète préféré que tu suis sur Instagram, il mange de telle façon, il mange tel type de diète. C'est pas parce que Scott Jurek est vegan que tout le monde devrait être vegan. C'est pas parce que tel autre coureur ne consomme que de la viande que tu dois consommer ça. C'est pas parce que tel coureur consomme des produits NAC que toi, ça va faire du NAC. Hein. Je suis bien content d'être ambassadeur, puis je suis bien fier qu'il soit un des partenaires du podcast. Mais après ça, moi, ça fonctionne pour moi, donc j'en parle de mon expérience. Ce que je suis en train de dire, c'est pas
ben, si tu veux courir, faut que tu consommes absolument les gaufres NAC. Ça se peut qu'ils passent pas. Puis moi, je jase avec des gens, puis les différents types de produits de différentes entreprises ou de différents types d'aliments, c'est propre à chacun. Donc, faites des tests. C'est un beau petit laboratoire, la course en sentier. Puis les efforts d'endurance, ça devient différent aussi. C'est plus juste un petit 30 minutes de course ici et là où tu n'as pas à consommer pendant. Quand tu te mets à faire des efforts un peu plus longs, la nutrition, l'hydratation entrent en ligne de jeu. Puis c'est un petit laboratoire, faut tester des choses, moi j'ai raconté, je pense plusieurs fois au podcast, l'hiver où j'ai décidé que hey, j'ai de la misère pendant mes courses à manger pendant l'effort, puis à continuer de courir en digérant, mais pendant un hiver de temps, je partais tous les matins avec mon déjeuner dans mes mains, puis je courais en mangeant ma banane, en courant à pace un peu plus. Tu sais, je diminue un peu le pace parce qu'il faut se donner une chance. Tu fais pas ça dans ton intervalle intense à 3,50 du kilo. Par contre, le corps s'adapte et le corps apprend, tu sais. Exactement comme tu as dit, c'est que l'estomac ça reste un muscle comme un autre, et puis c'est sûr que si tu t'entraînes toujours à jeun, le jour où tu vas partir avec le petit déj dans le ventre et que tu vas aller faire ta séance habituelle, là il va se passer des choses. Donc surtout que c'est secoué là-dedans quand on part sur de la course à pied, on a quand même un sport d'impact, hein. Et puis voilà, non, c'est comme tout, il faut s'entraîner, et puis non, puis tout simplement, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, comme dans son plan d'entraînement, tu rajoutes telle ou telle séance, et là tu vas te dire, ok, je mange ça, et puis voilà. Mais surtout pas de recette miracle, évidemment. Exactement. Donc, Marathon des Sables se termine, récupération, quelques semaines. Du moment où tous les voyants étaient ouverts, que tous les indicateurs étaient OK, on est prêt à reprendre, comment s'est passée cette transition-là vers l'entraînement pour l'OCC, qui est cette course de 55 km, 3500 mètres des plus de l'UTMB, que tu fais on va être là dans 3 semaines, oui. C'est tout près l'UTMB. Comment s'est passée cette progression-là vers un objectif complètement différent, hein? On n'est plus dans le sable, on n'est plus dans les plaines désertiques du Sahara, on est dans les montagnes alpines, le dénivelé positif-négatif bien intense. Écoute, en fait, ça s'est fait de manière très progressive. J'étais accompagnée par Sébastien Cornette. On a fait une montée de volume en course à pied, et puis du renforcement musculaire, parce que moi je suis quelqu'un qui court avec j'ai pas une foulée, j'aime bien dire ça, mais j'aime pas une foulée très instagrammable, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui court, je suis hyper valgus quoi, donc c'est pas très joli, mais jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de blessure, et on m'a dit force pas trop ton corps non plus à courir trop différemment de manière brutale, donc ça se corrige petit à petit. Je suis patiente avec ça, et puis moi là-dessus je suis bien avec ça. Et puis voilà, petit à petit, on a rajouté des volumes d'entraînement, et puis j'ai eu l'occasion de m'entraîner en altitude, et ça a fait vraiment la différence. J'ai commencé par m'entraîner dans les Alpes en France, et puis là, quand j'ai vu que je respirais très très mal, je me suis dit oh là, ça va être sympa ça. Et puis en fait, c'est venu progressivement, et puis là ça fait 2-3 mois que je suis en montagne. Et je prends un plaisir fou à être dehors, je ne vois pas les journées passer, et en fait mon volume d'entraînement, on a fait chemin d'hiver avec Seb, parce que j'avais besoin en fait de continuer seule. C'était un besoin, il m'a beaucoup apporté, et on échange encore beaucoup aujourd'hui, je le remercie. Mais voilà, j'avais besoin d'évoluer seule vers mon objectif. Et puis j'y vais à la sensation, et puis là je fais des sorties, je compte pas, tu sais, je regarde pas ma montre, et en fait je regarde à la fin de la journée, je me dis ok, en fait je suis partie 5 heures, j'ai fait 2000 de D+. donc c'est bien que tu vois, donc je fais vraiment à la sensation. Et puis la montagne, c'est un appel à être dehors toute la journée. On a des conditions qui sont top ici, donc pour moi tous les voyants sont ouverts pour cette OCC. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui te rendent nerveuse à l'approche de cette épreuve-là, des choses sur lesquelles tu te dis, ça, c'est peut-être là où ça va être difficile? Est-ce que tu as des appréhensions? J'ai eu, en fait, j'ai un statut, tu sais, un petit peu atypique, dans le sens où, donc moi je suis issue on va dire de la télé. J'ai été médiatisée, et puis je me suis mis à la course à pied, on en avait parlé suite au décès de ma petite sœur, et puis il y a beaucoup de partenaires qui m'accompagnent, et je fais partie officiellement de la team inspiration de Salomon.
Et en fait, dès lors que j'ai signé chez Salomon, en fait, il y a, tu sais, il y a toujours ce pourcentage minime de gens qui sont un peu jaloux, qui te mettent indirectement la pression. Et je me suis dit, ok. Et là, en fait, j'ai commencé à me monter la tête en me disant, je peux pas me présenter à l'OCC, parce qu'il y a des gens aussi qui pensaient que j'avais pas fait la loterie à l'OCC, que j'avais eu ma place sous prétexte que j'étais un créateur de contenu, etc. Donc non, les points, je les ai gagnés comme tout le monde, j'ai payé ma place comme tout le monde. Et puis voilà, je me présenterai sur la ligne de départ dans le SAS 2 comme monsieur madame tout le monde. Et puis non, je me mettais un peu de pression vis-à-vis de ces gens-là, et puis en discutant, en partageant un peu mes doutes autour de moi, je suis pas attendue, c'est quelque chose que je fais pour moi et que je ferai pour moi, et puis voilà, il va y avoir mes proches, donc ça va être au final une partie de plaisir. Mais je t'avoue que j'ai eu énormément de doutes du moment où je suis rentrée chez Salomon, et puis que je sentais que j'étais un peu plus regardée, parce que tu sais, je vais dans des événements maintenant où autour de moi, en fait, il y a que des gros athlètes. Donc je me dis, par exemple, on était à Annecy, il y avait une séance de dédicace, les gens viennent me voir parce que je suis Alix de Koh-Lanta, pas parce que je suis une athlète. Et en fait, je me commençais à me comparer à des gens qui ont fait des palmarès incroyables, qui courent depuis 8-10 ans, et là je me suis dit, oh, redescends un petit peu. Toi, moi je suis monsieur madame tout le monde, et j'essaye de faire en sorte que les gens se mettent plus aillent plus dehors. En fait, c'est ça qui me porte. Voilà, c'est pas le côté performance de la chose, c'est vraiment le côté sport santé, récréatif, tout ça. Donc il faut pas que je lâche ça, et c'est ce qui me porte, et j'irai faire cette OCC pour montrer que tout le monde en est capable. Et puis même si on n'est pas un athlète, on peut on peut se donner, mais j'ai ressenti quand même un peu de pression vis-à-vis de ça, en toute honnêteté. Ouais, je comprends, mais c'est intéressant ce rapport-là, parce que comme tu dis, peut-être avec la popularité qui est venue avec Koh-Lanta, avec ce statut-là, est venu des partenariats qui, d'habitude ou de manière générale, sont plus associés à des athlètes élites qui vont viser la première place, la première position sur le podium. Alors que dans ton cas, à t'écouter, je comprends que c'est ça, l'objectif est de courir. Ça va être un premier ultra à proprement parler. Le Marathon des Sables en est un, mais sur plusieurs jours. Il y a une épreuve ultra là-dedans. Mais là, laissez Alix faire son premier 55 kilos, puis enlevons la pression. Mais je comprends le statut particulier qui vient avec le fait que tu es suivi par beaucoup de personnes, que tu es avec un team Salomon, que tu as des partenaires. Aux yeux des gens qui regardent pas plus loin, peut-être qu'ils ne voient que c'est une athlète élite qui vise la première place, puis tu te fais traiter peut-être un peu comme tel, alors que, comme tu l'expliques, ça vient d'un statut, ça vient d'une popularité qui est venue d'une émission de télé, puis t'es dans, comme tu le disais, le thème inspiration de Salomon, j'aime le nom, tu sais, des athlètes un peu plus ambassadeurs, puis c'est ça, j'avoue que ça doit créer un sentiment particulier, puis ça doit être facile de tomber dans cette pression-là que les gens peuvent mettre, mais je trouve ça bon à t'écouter que t'as été capable toi-même de, même pas besoin de te rendre à une course puis de vivre une mauvaise expérience pour te ramener, comme ça peut être la première fois que t'as un MDS, puis là, naturellement, t'as été capable de juste te dire, non, mais moi, je vais aller faire ma petite course, je vais faire mes petites affaires, puis la pression, on est les seuls à se la mettre, là. Exactement. Et puis avec mon entrée chez Salomon, c'est vrai que j'ai eu accès à des choses, comme tu disais, que les athlètes normalement c'est des choses que ont accès que les athlètes élites. Donc des fois je me sens un peu, tu sais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, de me dire ok, pourquoi moi je suis là, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui court plus vite que moi, mais en fait voilà, il faut pas que j'oublie ma ligne guide, qui est de justement partager ça, et un petit peu de faire éclater ce monde élitiste de la course à pied, et de montrer que voilà, on peut se mettre à la course à pied même si on n'est pas un athlète, on peut faire de belles choses et vivre de belles aventures même si on n'est pas un athlète. Puis quand je me répète ça, je me suis dit ça descend. La pression, c'est que de la bière. Voilà, on peut n'a pas le droit de la pression, c'est que c'est pour la bière, et puis le reste on se prend pas la tête, et puis en fait j'ai de 90% du temps, et 90% des messages que je reçois, c'est des gens qui ont envie de se mettre à la course à pied grâce à ce que je leur partage, et pour moi c'est le meilleur retour que je peux avoir. Ah oui, tout à fait. Puis faut se rappeler que la grande majorité des gens qui pratiquent notre sport, c'est dans cette optique-là aussi, dans l'optique plaisir. Puis oui, les médias et les médias sociaux, et on va se mettre à suivre des athlètes qui nous inspirent, puis tu vas te mettre à dire, tout le monde, il y a donc même beaucoup de gens qui performent mieux que moi. Oui, mais il y a beaucoup de gens aussi qui, dans la vie, ne courent pas. Il y a des gens qui ne sont pas en forme.
sais, je me rappelle pas avec qui je parlais à un moment donné en courant, puis la personne était beaucoup dans ce jeu-là de la comparaison, de dire, ouais, mais toi, tu fais des distances X, mais il y a telle personne qui fait... Oui, mais toi, ce que tu fais en ce moment, il y a 99,5% de la population qui peut pas toucher à ça. Le fait d'être en train de courir dans le bois, peu importe la distance. Exact. Du moment que tu pars, tu mets des espadrilles puis tu pars courir dans la rue, t'es déjà dans une petite partie, un petit pourcentage de la population qui est dans les plus en forme. Tu sais, après ça, c'est facile de se comparer parce qu'on suit... tu sais, je pourrais, moi, suivre Mathieu Blanchard sur Instagram puis me dire hey, je serai jamais de ce niveau-là. Oui, effectivement, mais c'est un athlète d'exception puis il s'entraîne extrêmement fort puis c'est quelqu'un qui est inatteignable pour le commun des mortels. Ben, arrête de te comparer à ce gars-là puis compare-toi juste à toi-même. Tu sais. Toi, à ce moment, tu veux prendre du plaisir à faire des longues distances, fais ça. Tu veux prendre du plaisir à courir à bloc dans des montées puis faire des courses de courte distance, ben c'est parfait. Peu importe c'est quoi le chrono au final, on s'en fout des comparaisons. Puis, mais je pense qu'on revient à ce qu'on disait tantôt, on est bon pour se mettre une pression. Puis ramenons-nous en perspective que on est dans le 1% des gens les plus en forme. Point. Ouais. Du moment qu'on fait du moment qu'on se met des espadrilles d'un pied puis qu'on sort courir, on est dans ce 1% là. Je sais pas, je dis des stats n'importe comment, mais vous comprenez ce que je veux dire là. Tout à fait. L'OCC s'en vient. T'as fait un build-up vers ça, t'as fait d'autres événements. Puis juste après l'OCC, ben tu viens au Québec faire l'UTHC, l'Ultra Trail Arikana. Parle-nous de comment ça s'est présenté sur ta route de revenir au Québec, parce que tu y étais l'hiver dernier quand on s'était parlé. Là, retour dans les sentiers Charlevoisins. Ça va être ta première course au Québec en été, parce que tu avais fait la trail de la nuit polaire, c'est ça? Oui, exact. C'est vrai. Ah non, mais comme on dit là-bas, c'est que je suis vraiment tombée en amour avec le Québec. Il y a vraiment eu une connexion. Déjà, il y a eu une connexion avec le Québec, et puis il y a eu une reconnexion avec moi-même là-bas. Et puis, Mathieu est président d'honneur de l'UTHC cette année. Donc, encore une fois, grâce à ça, j'ai pu avoir ma petite place aussi au sein de cet événement. Et puis, j'ai choisi de me présenter sur le 65 km qui, en termes de distance, c'est pas énorme, mais tous les Québécois que je croise me disent « Ah non, mais il y a pas beaucoup de D+, mais alors attention, c'est très technique, c'est très technique. » Alors, tout le monde me vend ça comme très technique. Donc, il y a intérêt que ce soit vraiment très technique. Mais c'est drôle parce que la technicité de Arikana, je pense que c'est le sujet le plus polarisant parce que j'avais une discussion en fin de semaine justement parce que le monde qui font de la trail au Québec, c'est vraiment, mais c'est pas si technique. Arikana, c'est roulant. Arrêtez de dire qu'Arikana, c'est roulant. C'est moins technique que bien des courses au Québec, c'est vrai. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres difficultés à Arikana. C'est moins technique que la Mistachibo ou que le Maelstrom dans la clinique du coureur ou peu importe, mais c'est technique. Parle à des Américains, des Européens, parle à des coureurs français qui chaque année viennent faire l'UTHC comme c'est assez commun. Il y a beaucoup d'athlètes internationaux qui viennent se casser les dents parce qu'ils regardent le profil puis font « 4000 mètres sur 125, ça va être facile. » Puis finalement, ils s'en prennent plein la gueule parce qu'il y a d'autres difficultés. Donc, est-ce que c'est la plus technique? Non. Est-ce que c'est technique comparé à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Oui, totalement. Mais c'est magnifique. Moi, ça a été un coup de cœur dès la première fois que j'étais allé à cette course-là. Donc, je pense que tu vas prendre du plaisir, même si ça avance peut-être un peu moins vite que dans certains sentiers français, européens, américains, où ça roule un peu plus. Bah, écoute, moi, en tout cas, c'est comment il s'appelle, Nicolas de Distance Plus qui m'a dit il faut Alix faut que tu fasses cette course parce qu'au début j'allais juste aller au Québec sans courir et puis il m'a dit il faut absolument que tu fasses cette course et puis il m'a dit c'est magnifique donc pour moi voilà sans même me parler de trop de distance de dénivelé, j'avais pas encore connaissance du dénivelé. On m'a dit c'est magnifique et je dis bah ok je signe, c'est bon, c'est parti. Donc j'ai vraiment hâte de revenir au Québec pour ça. Ah, c'est une course qui est super sauvage. Tu sais, moi, je me rappelle, ma première expérience à Arikana, c'était le 65 que j'ai adoré. Je me rappelle, j'avais déjà fait plein d'autres courses au Québec, mais je me rappelle courir dans un sentier hyper sauvage où tu te dis, il n'y a aucun balisage ici parce que le sentier est tellement serré. Puis tu regardes la forêt autour, puis il y a à peine de lumière qui rentre, puis on est en plein jour parce que c'est de la forêt d'épinettes hyper sauvage, hyper concentrée. Puis je m'étais dit, waouh, c'est complètement fou ici, c'est un single track, mais pas parce que c'était plus facile de passer là. Ils ont fait un sentier à quelque part où c'était hyper serré comme forêt, puis tu regardes autour, puis
t'es au milieu de nulle part, puis tu sais, tu regardes le trajet d'Arikana, puis tu te dis, hey, il y a des longues portions sans ravito, hey, plus de 20 kilos en 2 ravitaux, c'est donc bien long, mais c'est pas parce que l'organisation veut nous faire un challenge de plus, c'est parce que c'est impossible de mettre un ravito ailleurs qu'à ces 2 endroits-là, parce que c'est hyper reculé, puis ce côté-là sauvage d'Arikana se retrouve dans d'autres courses, mais jamais autant de se sentir aussi loin de la civilisation pour aussi reculer dans la forêt, mais c'est complètement fou, c'est magnifique. Je suis sûr que tu vas avoir une expérience unique. Je veux pas te le hyper, là, t'as l'OCC qui s'en vient, un autre type de hype, mais je pense que tu vas beaucoup apprécier. Bon, alors j'ai zéro regret à venir, c'est sûr. Avant de terminer, moi, quand je reçois, tu le sais, les gens, j'ai les questions avec l'arnaque, là, t'avais performé, t'avais fait un 25 secondes qui était mieux que le temps de Mathieu, donc je t'avais sorti ce chrono-là. Exactement. Quand je reçois une personne pour la deuxième fois, on change le mot d'un peu. J'ai appelé ça les questions ouvertes NAC, donc c'est 10 questions, mais il n'y a pas de chrono, puis c'est juste pour en apprendre un peu davantage sur toi. Donc, tu me dis quand t'es prête, puis on se lance. C'est bon, je suis prête. Tes espadrilles préférées? C'est fou, c'est des chaussures de chez Salomon qu'ils ne font plus. C'est, il me semble que c'est les S-Lab Sense 8, mais malheureusement ils ne le font plus. Donc là j'ai la dernière paire au pied. En fait moi j'aime le minimalisme, j'aime sentir les cailloux sous mes pieds. Donc il faut pas qu'il y ait de drop, il faut pas qu'il y ait de mousse à même le sol, en connexion avec le sol total. Intéressant. Ton repas d'avant-course? Mon repas d'avant-course, ça va être quoi? Souvent des carbs, mais même si j'ai les stocks nécessaires, mais ça va être un truc assez réconfortant et facile à digérer surtout. Important. Ton repas d'après-course? Bon, alors là, je me massacre total. Je respecte rien. J'en parlais avec Marianne Hogan que j'ai croisée dans un sentier ici. Et puis, elle est arrivée pour l'UTMB. Et puis, elle me fascine parce qu'elle dit qu'après ses courses, elle adore manger des salades, des choses comme ça. Et moi, en fait, peu importe ce qui me met sous la dent, le plus raisonnable serait de manger équilibré. Mais la plupart du temps, ça se résume déjà autour d'une bière. Déjà, la bière d'après-course, c'est très important. Et puis après, un repas bien réconfortant. Ben oui, ben ça fait partie aussi de l'aventure. J'entends souvent, on fait ça pour ça aussi, hein? On dépense des calories, on se donne à fond. Mais c'est le fun dans la ligne d'arrivée, puis là je parle de ligne d'arrivée d'un entraînement X, une longue journée dans le bois, de se dire après les gars on va aller se prendre une bière. Et puis tu sais, ça fait partie du charme de la trail aussi, tu sais, je bois pas une bière dans la plupart de mes entrevues parce que j'ai un commanditaire de bière, je le bois parce que dès que j'ai lancé Pas sorti du bois, le but c'était d'avoir un feeling de conversation de ligne d'arrivée, hein, tu sais, on n'a plus de filtre. On prend une bière, on dit un peu de niaiserie, mais ça fait partie de l'expérience. J'adore. C'est un excellent choix de repas d'après-course. Ton produit NAC préféré? Oh, les gaufrettes au caramel. Ouais. Je t'avoue que du coup, depuis que les gaufres sont sortis, je boude les bars. C'est pas que je boude. J'ai l'impression mais je consomme beaucoup plus de gaufres et le réel problème, c'est que je les consomme tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est plus un prétexte pour aller courir. C'est-à-dire que ce matin, café et gaufres. Voilà, mes petites gaufres à 4 heures, etc. Et je m'en sépare pas. Le problème, c'est ça, c'est que, du coup, les bars sont un peu boudés, mais les gaufres, c'est tellement une tuerie. J'insiste bien sur la gaufre caramel. J'adore la vanille aussi, mais la caramel, c'est ma préférée. Ouais, caramel salé, c'est dur à battre. On est pareil, moi aussi, c'est devenu plus que produit de consommation pendant l'effort. C'est avant, après, pendant, oui, voilà, peu importe, c'est ça. Tout le temps. C'est ça, c'est exactement ça. Je te laisse compléter la phrase suivante. Tu ne pars jamais courir sans... Je ne pars jamais courir sans quoi? Sans ma montre. C'est quelque chose sur lequel je me réfère énormément, c'est que la distance, le D+, donc c'est un élément. Je peux partir sans eau, sans nourriture, souvent malheureusement je pars sans nourriture. Oups. J'ai encore je fais n'importe quoi souvent. Mais ça va mieux maintenant, mais la montre pour moi c'est hyper important. C'est bien. Ta montagne préférée? Oh, ma montagne préférée. Alors, j'ai fait l'aiguille de la Sassière, secteur de la Rosière, il y a pas longtemps. Et c'est un 3750 mètres.
C'est la dernière plus belle vue que j'ai faite. C'est sans nom, sans mots. C'est juste que des émotions fortes. Et puis, c'est ce que j'aime aussi dans le trail running. Même si je galère en montée, je sais que à l'issue, la vue va être phénoménale. Et c'est ça qui me motive. Les paysages et les émotions qu'on ressent quand on est un peu sensible à ça, c'est full bonheur. Ça fait partie du plaisir, ça aussi, de se rendre à un point de vue, puis arriver en haut, puis c'est dur, ça fait mal aux jambes, mais quand t'arrives, il y a toujours une belle récompense. Exactement. Ton sentier préféré? Mon sentier, c'est-à-dire... faut que je donne un nom de sentier? Bon, peu importe, un endroit préféré pour aller courir en sentier. Oh là là. Alors, j'ai pas d'endroit préféré comme ça, mais moi, j'adore les petits single track hyper techniques en descente. C'est ce que je préfère le plus. Encore là, tu vas être servi à Ricana. Des beaux single track avec un peu de racines, un peu de roche. Voilà, ça j'adore. Mais en fait, j'adore. Ça me passionne. Le fait de rebondir. En fait, j'ai l'impression de jouer avec le sol. Je pense que c'est important. Par contre, j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas regarder au-delà ou il ne faut tout le temps regarder ses pieds parce que tu le relèves à peine, tu dis bonjour à quelqu'un qui marche, t'es foutu. Tu tombes. Je prends beaucoup de risques en descente, mais ce que je préfère, c'est les single track hyper étriqué, technique en descente quand ça glisse, j'adore ça. C'est mes préfs. J'adore. Ton idole de course? Waouh. À chaque fois, j'ai cette question et j'arrive toujours pas. Je me sens qu'on me l'a déjà posé cette question, mais je ne sais, en fait, je sais pas. Je m'inspire des gens que je rencontre au quotidien, mais j'ai pas d'idole comme ça à proprement dit. J'essaye juste de m'inspirer des gens qui m'entourent. Et puis, non, pas d'idole comme ça, à proprement dit, c'est vrai. Ouais, c'est parfait. Moi, écoute, ça fait 107 épisodes que je fais. Ça fait 107, non, ça fait pas 107 athlètes, un petit peu moins quand même, parce que j'en ai reçu plusieurs quelques fois. C'est tous des idoles à proprement parler. J'ai pas de poster de personnes chez moi. J'ai pas de ce type d'idole-là que t'idolâtres, mais je pense que c'est un sport dans le partage aussi, puis il faut s'inspirer de ce qu'on entend autour. Puis tantôt, tu le disais, on parlait de trouver ses propres moyens, puis de pas juste se fier à une personne qui dit « Ah, faut manger ça avant la course », mais d'écouter ce qui se passe autour. Puis il y a plein de gens qui ont plein de façons différentes. Ça va peut-être se contredire, mais à force d'écouter autour, puis de prendre un petit peu quelque chose de chaque discussion qu'on a avec d'autres athlètes, d'autres coureurs, peu importe, ça permet de, oui, se bâtir sa propre opinion, puis de trouver ce qui fonctionne pour soi. Mais ça, c'est des petites inspirations au quotidien. Puis moi, chaque épisode, souvent, je vais faire le montage après, puis je vais me prendre des notes. Ah, c'est vrai, telle personne a dit qu'il avait testé tel aliment, puis ça avait bien passé. Je vais le tester. Catherine Lemire qui m'avait dit à l'épisode 5 ou 6, je me rappelle pas, qu'elle mangeait du fromage en grains. J'avais testé ça, je l'avais pris une note. Ah, il faut que j'essaie ça. Ça n'a pas passé aussi bien qu'elle, peut-être, mais on s'inspire de les personnes autour. Donc, il y a plein de petits idoles sans être d'idolâtrer quelqu'un de loin, là. Exact, j'essaye d'aller vers des personnes, c'est vrai, qui m'inspirent, de laisser dans mon cercle autour de moi rentrer des personnes qui m'inspirent, de qui je peux apprendre. Puis chacun a son petit type, s'il y a peut-être quelque chose qui va aller là, puis là aussi, j'ai pas de, tu vois, tout le monde me dit ah ouais, mais non mais t'aimes pas Courtney comme tu vois, mais si j'aime beaucoup, il y a des choses qui m'inspirent chez elle, des choses qui m'inspirent moins, et puis voilà, je suis des gens, les gens que je suis sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui, par un petit truc, à droite, à gauche, un petit tips qui va m'inspirer, qui va m'apporter quelque chose, qui va me donner envie d'aller courir et qui va me motiver à aller courir. Je t'ai quand même mentionné que quand il fallait que tu t'écrives ton prénom pour rentrer dans l'application où on enregistre l'épisode, t'as rentré Alix de Walter. Fait est-ce que c'est une pièce de réponse d'idole? Elle fait partie des gens qui m'inspirent, évidemment. C'est parfait. Il reste 2 questions. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, waouh, c'est vraiment c'est très large. Intense. Ouais, c'est vraiment très intense. Ma plus grande fierté, là là, c'est j'adore. C'est quand je finis. Ah, ça je sais. C'est bon. C'est des choses du quotidien, mais c'est quand mes parents m'appellent et qu'ils me disent qu'ils sont hyper fiers de moi. Ça, pour moi, c'est une grande fierté. Qu'ils voient que j'ai continué d'avancer, que je poursuis mes rêves et que eux me poussent à aller toujours plus loin. Exemple simple, sur une dernière course très très courte qui s'est pas très bien passée pour moi parce que c'est parti très très fort, eu du mal à manger, m'hydrater. Je me mets sur le bord du sentier, j'envoie un message à ma mère. Je lui dis ça va pas du tout, je me fais doubler par des marcheurs, ça va pas du tout. Je dis je suis pas dans un bon mood du tout, je me sens pas bien.
Et là, elle a eu les mots, elle me dit, ah non, pop, là, t'es une guerrière, on y va. Et puis, en fait, j'ai fini ma course parce que voilà, il me porte. Donc, je suis très fière des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Puis, je suis fière aussi de voir que, mais pour eux, je suis une super héroïne, tu vois. Donc, à chaque fois que je passe une ligne d'arrivée, c'est comme, voilà, t'as l'impression d'avoir fait premier de l'UTMB, quoi. Donc, non, je suis super contente parce qu'ils ont pas cette notion, c'est avec leur enfant, tu vois, ils ont pas cette notion de se dire si c'est bien ou pas. En plus, le trail aujourd'hui, comme t'as dit, c'est qu'il y a tellement de choses, tellement de distances. Ils sont juste hyper fiers de moi et moi, du coup, ça me rend très très fière aussi. C'est réciproque. Ben oui. Dans les yeux de nos parents, on gagne souvent l'UTMB. Exactement. Et finalement, roulement de tambour, ta course bucket list. Un jour, évidemment, que je voudrais faire l'UTMB. Oh, intéressant. Ouais. Dans quelques années, ça fait partie de mes goals, avec celle-ci et, là, j'aimerais bien aussi faire la Terre des Dieux en Corse, sur la route du GR20. Celle-ci encore, je pense qu'elle est même devant l'UTMB. Ah ouais? Parce que ultra technique, parce que GR20, parce que hyper, voilà. Après, voilà, toutes les grandes courses d'ultra me titillent un petit peu, tout ce qui est Torche des Géants et tout, mais je pense plus tard. Je suis pas encore, quand je serai un peu encore, que je me serai un petit peu encore entraînée, on va dire, dans une dizaine d'années. Mais non, UTMB et la Terre des Dieux, c'est vraiment deux courses ça prendra le temps, il va falloir que je sois patiente, et puis, mais je le ferai un jour, c'est sûr. Voilà, la patience, ça reste que dans quelques semaines, c'est pas l'UTMB, mais c'est tout près, c'est l'OCC qui est les derniers 55 kilos de ce parcours mythique-là, puis ce n'est pas que les derniers 55 kilos de l'UTMB, c'est une épreuve en soi, puis c'est une épreuve extrêmement relevée, donc merci beaucoup d'être venu une deuxième fois, pas sorti du bois, jaser de ton marathon des sables, on est parti dans plein de sujets, on a parlé de nutrition, de préparation, de pression, puis je trouve ça le fun, c'était super enrichissant comme discussion, j'espère que les gens l'ont apprécié, moi en tout cas je vais sûrement prendre des notes quand je vais faire le montage, comme je le disais tantôt, mais de se rappeler pourquoi on fait ça, puis c'est le genre de discussion que ça nous rappelle pourquoi on fait ce sport-là, puis à travers tes réflexions, puis à travers celles que tu as eues en te mettant peut-être trop de pression pour une course, puis en changeant un peu ton mode et tout, ça permet aux gens aussi d'apprendre, puis merci de ta transparence, ton ouverture à jaser de tout ça, puis je te souhaite une bonne OCC dans quelques semaines. Yes, merci à toi, merci mille fois, je pense que nos échanges peuvent continuer. Déjà, suite au premier podcast, beaucoup de gens ont eu de retours positifs et j'espère vraiment que ce sera j'ai aucun doute, ça sera sûrement la même chose pour celui-ci, donc j'ai vraiment hâte. Certainement, tout merci à fait. Mille fois. Merci à toi, puis au plaisir de te croiser à Chamonix. D'habitude, quand on s'en va faire une course, puis qu'on sait qu'on connaît des gens, on se dit, on va se croiser, c'est sûr. Bon, Chamonix, pendant l'UTMB, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, fait que j'espère te croiser en vrai pour te saluer, mais sinon, je te souhaite une bonne OCC, puis amuse-toi, je pense que c'est le plus important dans ce genre d'événement-là. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est la grande messe du trail. L'UTMB, c'est le point de rencontre de coureurs, de coureuses de partout dans le monde, puis ça va être tout un trip d'être là. Ouais, merci beaucoup Yannick, merci. Ce sera fait avec le sourire et puis à l'arrivée, une bonne bière. Oui, tout à fait, j'adore. Je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie Capic 1 pour le très bon café. Ça m'a permis de me réveiller un petit peu. Je pense que ça n'a pas été trop pire. Il était 6 heures le matin, mais une bonne gorgée de café, puis on est parti comme si c'était une entrevue en fin de journée. Il n'y a aucun problème. Mais merci beaucoup de ton temps. Merci à tout le monde qui nous a écoutés, qui s'est rendu jusqu'ici dans l'épisode. Allez vous amuser. Il fait beau, c'est l'été. On en profite. On court 12 mois par année pour la plupart des gens avec qui je parle, mais ça reste qu'en ce moment, on est gâtés côté température, puis on en profite, on va jouer dans le bois. Merci beaucoup, Exactement. Alex. Merci à toi, Yannick. À bientôt tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine ou à la suivante à suivre pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.